Salut tout le monde. Merci Alban pour l'invitation. Ce matin, du coup, on va parler de pitch deck, et notamment de pitch deck investisseur. Je rentrerai un peu dans le détail un peu plus par la suite pour bien comprendre les différences qu'il peut y avoir entre les différents types de decks, etc. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très pratique. Donc, je vais juste vous prendre un modèle que je vais vous expliquer. Ensuite, je vous montrerai quelques modèles de deck aussi de startups, de grosses startups qui ont levé, et notamment sur leur première levée. Et puis, j'ai deux modèles de deck qu'on m'a envoyé de personnes de la promo. Et donc, je ferai un petit tour aussi dessus. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas forcément vu le message dans le Slack, c'était vendredi, je crois. Et si vous avez déjà un petit début de deck ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me l'envoyer, même tout de suite. Je ne sais pas si Anne, Ban, tu peux mettre en commentaire mon mail ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me l'envoyer pour qu'on puisse y jeter un petit coup d'œil d'ici la fin de l'heure. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi peut-être du coup pourquoi vous êtes là, quel type de financement vous intéresse, et puis un peu aussi ce que vous faites. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, je vais peut-être commencer par me présenter avant de parler de financement et de deck. Moi, je suis dans la promo également, comme vous. Ça fait 1 an et demi, moi, que je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Et avant ça, j'étais banquier pour les entreprises. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans chez HSBC. Donc, j'avais commencé en tant qu'analyste, donc vraiment à bosser sur des dossiers de financement. Et puis, je suis passé ensuite, donc, ce qu'on appelle chargé d'affaires entreprise, donc banquier pour les entreprises, avec vraiment la relation. Et donc, je bossais sur tout type de financement, que ce soit des financements à court terme, des financements à moyen terme, des acquisitions de sociétés, et donc quelques dossiers en parallèle de levée de fonds de financement bancaire. Donc, pour le coup, j'ai vu passer pas mal de dossiers de financement, pas mal de decks, pas mal de business plans. Je vais essayer de vous donner des bons petits conseils là-dessus. Et donc, moi, depuis 1 an et demi, j'aide des startups qui veulent aller chercher des financements à construire leur deck et leurs chiffres. Et je me lance dans une nouvelle aventure avec une autre personne de la promo, David, que je salue s'il est là. Et donc, on va se lancer pour aider les startups en SaaS qui veulent lever des fonds à faire leurs prévisions. Donc, on vous en dira plus aussi par la suite. Donc voilà un peu pour l'expérience et le retour que j'ai sur la partie financement et deck. Du coup, avant de vous expliquer à quoi ressemble un modèle, il y a vraiment deux choses deux messages que j'aimerais vraiment faire passer qui sont importants. La première, c'est que un deck, ce n'est qu'un support. Et c'est pas, vous pouvez avoir le plus beau deck du monde, le plus complet, le deck le plus beau, le mieux fait. C'est pas pour ça que vous réussirez à lever des fonds. Notamment donc en seed, ou en pré-seed pour une première levée de fonds. Évidemment, ce qui compte le plus, c'est votre projet. Et au-delà de votre projet, c'est vous, en tant que fondateur de votre startup. C'est vraiment le plus important. Donc, ne passez pas non plus des semaines et des semaines à rédiger un deck qui va faire 70 pages. Vraiment, la valeur ajoutée pour une première levée de fonds et la chose la plus importante, c'est vous, en tant que fondateur, et votre capacité justement à démontrer votre vision. Donc voilà, la première chose à comprendre, c'est qu'un deck, c'est bien, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vous et votre capacité à répondre aux questions des investisseurs et à être clair dans votre vision. La seconde chose qui est super importante, et ça, le modèle vous le montrera, c'est qu'il faut faire simple. On voit trop souvent des decks ou des business plans qui font 50, 60, 70 pages. Et honnêtement, personne ne les lit. Personne n'a envie de lire des dossiers qui font 50, 60, 70 pages. Que ce soit, alors là, pour tout confondu, un banquier, un investisseur, tout ce que vous voulez, il reçoit des tas de dossiers toutes les semaines, tous les jours. Et donc, l'objectif, c'est de lui faciliter la vie aussi. Et en fait, un dossier de 60 pages, il ne va pas le lire. Il va se greffer sur 6, 7 grandes idées qui sont essentielles. Donc, on va parcourir dans le deck. Mais donc, voilà, il faut vraiment faire simple et aller à l'essentiel.
Et pour vous donner un exemple très concret, moi, lorsque j'étais banquier et que je devais présenter donc, des gros dossiers à ma direction du crédit, on devait faire des notes de synthèse sur 2 pages. Et on présentait notre financement donc, à la direction du crédit sur 2 pages. Donc vraiment, la longueur de votre deck, ce n'est pas ça qui fera sa réussite ou non. C'est vraiment le fait de mettre les bons arguments aux bons endroits et d'être capable de raconter une histoire pour vraiment donner envie à l'investisseur de continuer l'aventure avec vous. Donc voilà, je vais vous montrer pour commencer un modèle de deck. Donc c'est un modèle qui est assez connu. C'est le modèle, je ne sais pas si vous connaissez, de l'accélérateur Y Combinator, qui est certainement le plus gros accélérateur du monde. Et donc, ils ont mis un modèle à disposition pour les startups qui veulent donc lever en seed. Donc, petit rappel, on peut lever à plusieurs moments dans la vie de son entreprise. Il y a ce qu'on appelle le pré-seed, qui est vraiment tout au début, presque quand on n'a pas de solution, parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Il y a ce qu'on appelle le seed, c'est quand on commence à avoir quelques clients et on veut accélérer et donc on a besoin d'argent pour ça. Et puis ensuite, il y a les séries A, séries B, séries C, etc., qui sont encore par la suite lorsqu'on a déjà une entreprise qui est un petit peu plus grosse. Donc là, le modèle que j'ai, c'est un modèle pour lever en seed. Donc, c'est-à-dire, voilà, généralement, lorsque vous avez un petit peu de clients, vous commencez à avoir un petit peu de traction. On reviendra sur ce terme après. C'est un modèle qui est adapté pour ce stade dans votre entreprise, donc généralement pour une première belle levée de fonds. C'est également un modèle que vous pourrez utiliser pour aller chercher une bourse French Tech, par exemple, qui a un mode de fonctionnement qui peut être un peu similaire, pas similaire, pardon, parce que c'est dans le raisonnement, c'est un peu tout ce qui repose sur l'attraction, la tech et la capacité à croître rapidement. Par contre, si vous voulez aller chercher des financements bancaires, le raisonnement est un petit peu différent. Donc là, on est vraiment sur du deck investisseur. Pour aller chercher des financements bancaires, on sera peut-être sur un business plan un petit peu plus classique et qui mettra en avant peut-être d'autres arguments. Donc là, on est vraiment sur du deck que vous utilisez pour des investisseurs, qu'ils soient business angels ou fonds d'investissement, et également pour aller chercher des subventions type bourse French Tech. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ces sujets-là. Donc on va pouvoir commencer. Donc comme vous pouvez le voir, le deck, il est court, il fait 10 pages. L'idée, là, il y a 10 grandes parties, on va dire, 8-9 grandes parties si on retire la première page. Et l'idée, c'est que chacune des parties qu'on va voir, en fonction peut-être de la complexité de votre activité, fasse une slide, 2 slides, max 3 slides. Vraiment, l'objectif, c'est de faire simple, comme je disais, d'aller à l'essentiel. N'utilisez pas de jargon, soyez simple. Il faut faire en sorte que n'importe quelle personne qui ne soit pas un expert de votre domaine puisse comprendre simplement ce que vous faites. Voilà, la simplicité, c'est quand même plus sympa. Donc vraiment, imaginez que vous faites le deck pour une personne qui ne connaît pas votre domaine. Il faut faire simple et il faut faire concis. Ça démontrera également votre capacité à vous, en tant que fondateur, d'aller à l'essentiel, de mettre en avant les bons arguments. À l'inverse d'un deck qui peut faire 50, 60 pages avec tout et n'importe quoi dedans, qui peut peut-être laisser l'image que vous ne savez pas à l'essentiel et que vous vous dispersez un petit peu. Donc, la première chose à mettre, évidemment, c'est une petite slide de présentation. Donc, évidemment, avec le nom de votre startup. Et là, ce qui est bien, c'est de mettre une phrase d'accroche, un slogan ou quelque chose comme ça, mais qui permettent, en fait, dès qu'on est sur la première page, de comprendre ce que vous faites, à quel besoin vous répondez et à qui vous vous adressez. Donc là, par exemple, dans le modèle de Y Combinator, c'est vraiment de se dire, OK, nous, c'est le template qui va t'expliquer comment construire ton site deck. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, j'ai ma première page de mon deck, je vois c'est quoi le nom de la boîte et je vois concrètement, je comprends en une ligne ce qu'elle fait. Donc, c'est un exercice qui n'est pas simple parce qu'il faut être capable de structurer en une phrase ce qu'on fait, mais c'est assez important. Donc, voilà pour la première page. Nom de la boîte, un petit slogan ou une description en une ligne de ce que vous faites pour que tout de suite, l'investisseur se dise, OK, là, je comprends ce que le gars va m'expliquer, je comprends où il veut m'amener et ça pose vraiment le contexte. Donc ça, c'est la première slide avec le nom de la boîte et le slogan. La deuxième, celle-là, c'est obligatoire. Toutes les slides qu'on va voir dans ce deck, vous pouvez honnêtement les mettre un petit peu dans le sens que vous voulez.
Il n'y a pas forcément un ordre très précis, mais s'il y a une chose à respecter, c'est la première slide, c'est le problème. Il faut que tout de suite, lorsque on ouvre votre deck, on comprenne concrètement quelle est la problématique à laquelle vous répondez. Une chose, comme vous pouvez le voir, donc là, le titre qu'avait mis Y Combinator, il est un peu dur, mais il n'est pas faux, c'est les fondateurs construisent de mauvais decks. Et en fait, l'idée, ce n'est pas de se dire en titre, je mets problème, ça c'est le problème, c'est vraiment d'indiquer c'est quoi la problématique. Donc, il faut vraiment que tous les titres de vos slides soient personnalisés pour que juste en voyant les titres, on comprenne le sujet et donc dans ce cas-là, la problématique. Donc, vous commencez, première page, la problématique. C'est vraiment la première chose à évoquer dans le deck. Et au-delà de dire, OK, il y a tel problème, il faut vraiment réussir à mettre en évidence quels sont les impacts de ce problème concrètement dans le monde, pour vos clients, pour les gens à qui vous offrez cette solution. Il faut vraiment qu'on puisse se projeter dans votre problématique. Donc là, ça ne suffit pas de dire, OK, les fondateurs construisent de mauvais decks, mais quelles sont les incidences pour les fondateurs de construire de mauvais decks? Ils perdent énormément de temps, ils ne lèvent pas forcément les montants qu'ils veulent, et donc ça va les obliger à vivre sur leurs revenus pendant un certain temps. Donc, ce n'est pas seulement de dire, OK, j'ai tel problème, c'est de dire également, ce problème a tel impact. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, d'être capable d'expliquer très simplement sa problématique et ses conséquences, mais réellement dans le monde. Une fois que vous avez fait ça, donc là, généralement, la problématique, idéalement, vous la faites tenir sur une seule page. Normalement, c'est suffisant et vous mettez 2-3 grandes idées, peut-être quelques chiffres très impactants où on va vraiment comprendre l'ampleur du problème auquel vous répondez. La deuxième slide, ensuite, c'est la solution. Généralement, c'est vraiment là, on le verra après dans les exemples, les deux slides sont généralement collés. On part du problème et ensuite on dit, OK, on a vu qu'il y avait ce problème-là, nous, on propose telle solution. Donc là, il faut être capable d'expliquer pareil, avec un titre, la solution que vous proposez. Donc là, voilà, nous, on a un template. Y Combinator a un template qui résout ce problème. Et au-delà de dire simplement, OK, on a telle solution, il faut mettre en avant également les bénéfices de votre solution. Donc là, on commence déjà à rentrer un petit peu dans la valeur ajoutée de votre solution. Pourquoi votre solution, elle est bien? Pourquoi mon template ici, il est bien? Parce qu'il est rapide à utiliser, parce qu'il est simple à expliquer et parce que c'est un modèle Excel, donc il est facilement modulable. Donc l'idée, là, on a parlé de la problématique, on arrive sur la solution et donc on met concrètement en avant les bénéfices. Donc tout de suite, on commence à mettre en avant la valeur ajoutée de son projet. Donc ça, c'est assez important. Donc là, on a vu problématique, solution. On arrive dans la troisième grande partie, qui est la traction. Il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment essentiel et très important à comprendre, c'est ce qu'on appelle la traction, la scalabilité, qui est vraiment essentielle lorsque vous voulez aller lever des fonds. Donc là, on est vraiment dans l'optique des investisseurs. La traction, la scalabilité, c'est quoi? C'est votre capacité à croître très rapidement et notamment la scalabilité, sans forcément augmenter énormément vos charges. Donc, on peut le voir dans l'écosystème actuel, il y a énormément de levées de fonds qui sont notamment sur les SaaS. Pourquoi? Parce que les SaaS, peu importe le nombre de clients que vous avez, vos charges, en tout cas fixes, restent à peu près les mêmes, ou alors elles augmentent un petit peu, mais vous pouvez avoir autant de clients que vous le souhaitez, c'est la même chose. Donc, il est très important de mettre en avant, lorsque vous allez lever des fonds, la scalabilité et la traction possible de votre projet. Donc là, ce Y Combinator le met en troisième position parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et donc, il faut, par une page, 2 pages, 3 pages, démontrer avec des graphiques et avec des chiffres très impactants que vous avez déjà un petit début de traction. Vous aurez beaucoup de mal à aller lever des fonds si vous n'avez pas déjà quelques clients et que vous ne pouvez pas démontrer que vous avez votre projet est scalable et que vous avez de l'attraction. Donc, troisième partie, vraiment mettre en avant l'attraction. Donc là, par exemple, OK, toutes les startups nous utilisent. Donc, par exemple, ils mettent en avant le nombre de decks qui ont été créés avec un graphique très simple, qui est très parlant, avec une courbe qui fait un petit peu rêver. Et surtout, à côté, un chiffre très impactant, plus 150% de croissance, vraiment démontrer que à l'heure actuelle, avec vos petits moyens, vous avez déjà de l'attraction et vous faites déjà quelque chose. Et ça viendra vraiment faciliter la levée de fonds et l'obtention du financement. Quelque chose de très important à mettre en avant, qui est vraiment beaucoup aimé par les investisseurs, c'est ce qu'on appelle la croissance organique.
On a plusieurs moyens de faire de la croissance, notamment avec les ads, etc. sur sans rien faire, finalement, juste par le bouche à oreille notamment, eh bien, vous avez de la croissance et ça va tout seul. Donc ça, c'est un petit conseil. Si vous avez de la croissance organique qui se fait tout seul, n'hésitez pas à la mettre en avant, c'est super important. Encore une slide sur l'attraction. Donc ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. Donc si vous avez vraiment plusieurs chiffres qui sont parlants, impactants sur l'attraction que vous avez déjà, n'hésitez pas à la mettre en avant. Donc là, voilà, que vous en avez déjà un petit peu. Et c'est comme ça que vous arriverez à lever plus facilement des fonds. Et donc là, on parle vraiment de revenus. Il faut dire, OK, je peux avoir du revenu, je peux avoir plein d'argent qui rentre. C'est super important. Une fois que vous avez fait l'attraction, donc là, on a vu le problème, la solution, vous démontrez que vous avez de l'attraction, vous passez à votre valeur ajoutée. Maintenant, OK, j'ai compris un peu ce que tu fais, j'ai compris que tu pouvais avoir de l'attraction, que tu en avais déjà un petit peu, mais concrètement, moi, pourquoi je vais miser sur toi pourquoi tu es si spécial, quelle est ta valeur ajoutée, comment tu te différencies par rapport à tout ce qui peut se faire sur le marché. Donc là, ça peut prendre plusieurs parties, cette slide. L'idée, c'est vraiment assez important parce que ça va vraiment mettre en avant votre valeur ajoutée. Donc là, voilà, typiquement, ils disent que voilà, le deck, c'est prouvé qu'il marche. Et que ça vous permet de passer 90% de temps en moins, que c'est approuvé par un super entrepreneur et qu'en plus, le deck, il est super bien designé. Donc là, vraiment, dans cette partie-là, c'est la quatrième partie, il faut mettre en avant les bénéfices de votre solution. On en avait déjà parlé un petit peu lors de la solution, où on commençait à parler un petit peu de peut-être des features un peu du produit. Là, on rentre vraiment dans la valeur ajoutée de votre produit ou de votre solution. Une fois que vous avez mis en avant la valeur ajoutée, on arrive sur la cinquième partie qui est le business model. Ça, c'est vraiment très important. Lorsque vous allez lever des fonds, il faut être capable d'avoir un business model qui est clair et compréhensible. Le business model, c'est quoi? Concrètement, c'est répondre à la question comment tu gagnes de l'argent en fait. Et donc, peut-être que lorsque on est au début de son projet, on n'est pas totalement sûr peut-être du pricing, des types d'abonnements, etc., ou de la manière dont on va gagner de l'argent, mais on a quand même déjà quelques clients, donc on a déjà une base assez solide là-dessus. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer très simplement comment vous allez gagner de l'argent et donc indirectement comment vous allez faire gagner de l'argent à votre investisseur. Donc là, Y Combinator explique comment il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent sur chacun des decks. Et concrètement, ça se passe comment? Ils prennent un pourcentage du capital qui est levé et ils vont prendre après des royalties sur chacun des revenus. Donc là, l'idée, c'est de faire de manière très simple une explication de comment vous gagnez de l'argent. Vos différents types de produits, vos différents types d'abonnements, vos différents types de solutions, etc. Vraiment de faire simple, qu'on prenne tout de suite comment vous gagnez de l'argent. Une autre chose que vous pouvez rajouter dans cette partie, c'est peut-être aussi mettre en avant les avantages de ce business model et de la manière dont vous fonctionnez. Là, par exemple, on voit le deuxième point, c'est gratuit de produire de nouveaux decks parce qu'on base sur un template Google Slide. Donc, ça démontre que d'un côté, on peut avoir plein d'argent qui rentre avec un business model qui est plutôt cohérent par rapport à son marché. Et d'un autre côté, en plus, ça ne coûte pas d'argent parce que c'est un template Google Slide. Donc, on peut essayer de mettre en avant aussi les avantages de ce business model. Pourquoi vous avez choisi ce business model et ça viendra vraiment rassurer l'investisseur et ça lui démontrera que vous êtes bien questionné sur le business model qui vraiment est très important parce que le business model, c'est comment vous faites rentrer de l'argent et sans rentrer d'argent, il n'y a pas de boîte. Donc, c'est une partie qui est super importante. Ensuite, une autre slide, donc là on arrive sur la sixième. Quel est votre marché? Donc là, l'objectif, honnêtement, c'est de faire rêver votre investisseur et de lui dire, OK, regarde sur ce marché, comment on peut se projeter, regarde comment évolue ce marché, regarde les tendances
sur ce marché. On peut être sur des niches aussi, hein, mais démontrer que du coup, sur cette niche, il y a un marché qui est énorme. Vraiment, l'objectif, c'est de donner des perspectives à votre investisseur et du coup, toujours dans cette optique d'avoir de l'attraction et de croître rapidement, de démontrer que vous êtes sur un marché sur lequel il y a des opportunités qui sont énormes. Donc là, par exemple, le cas des levées de fonds, les levées de fonds, on en voit, ça passe tous les jours, toutes les semaines, il y a des millions et des millions qui sont levés. Donc pour le coup, les levées de fonds sont un marché qui est très porteur. Il y a un nombre de decks donc, réalisés qui est absolument incroyable. Il y a le montant des levées qui est super important. Et en plus de ça, il est de plus en plus important. Donc par exemple, là, on arrive tout de suite à se projeter et se dire, OK, ouais, c'est vrai qu'on est sur un marché qui est super porteur où il y a des perspectives de croissance qui sont énormes. Donc là, ça permet vraiment de faire en sorte que l'investisseur se projette dans votre projet. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, certainement, le plus important, l'équipe. Honnêtement, ce sera vraiment, je pense, pas dans le deck, mais en tout cas dans votre process de levée de fonds, la chose la plus importante, c'est votre équipe et notamment les cofondateurs. Donc voilà, il faut dans cette slide faire une petite présentation des cofondateurs et surtout mettre en avant votre valeur ajoutée à vous en tant que cofondateur. Pourquoi vous êtes bien placé pour répondre à cette problématique, quelle est l'expérience, quels sont les retours que vous avez par rapport à une expérience passée, qui vont vraiment se dire, OK, ouais, c'est vrai que ce cofondateur, il a l'air de maîtriser son sujet, il a l'air de savoir où il va, et donc ça donne confiance. Là, quand je parle de présentation de l'équipe, c'est vous, en tant que cofondateur. Parfois, c'est un peu à la mode, on voit des boards qui se créent dans les startups. Vous pouvez en parler, mais ce n'est pas ça qui fera la différence. C'est toujours une valeur ajoutée de se dire, OK, oui, j'ai telle personne à mon board, etc., qui me conseille, mais ce n'est pas elle qui est dans le jus avec vous, ce n'est pas elle qui suit tous les jours dans votre projet. Et donc, ce qui va vraiment intéresser l'investisseur, c'est vous en tant que cofondateur et votre capacité à maintenir votre projet et à le développer. Et ça ne va pas se reposer uniquement sur un board ou sur un conseiller qui va vous donner un petit conseil pendant 2 heures, une fois par mois. Donc vraiment, là, dans la présentation de l'équipe, c'est vous, en tant que cofondateur, ou en tout cas les personnes clés de votre projet, et mettez en avant votre expérience et surtout votre légitimité, votre capacité à répondre à la problématique et donc apporter une solution sur le marché sur lequel vous êtes. Dernière partie, très importante, qui souvent n'est pas faite, c'est assez surprenant, c'est concrètement présenter de combien vous avez besoin. Là, je parle pour n'importe quel type de financement. Il ne faut pas arriver et dire « OK, combien vous pouvez me prêter, combien vous pouvez investir, etc. » Il faut que ce soit vous, vraiment, qui disiez « OK, on s'est projeté comme ça, on a besoin de temps pour faire ça. » Donc ça, c'est super important, arriver préparé et savoir de combien vous avez besoin et pourquoi vous en avez besoin. Et surtout, n'arrivez pas en disant OK, je lance ce projet-là, combien vous pouvez me donner d'argent? Ça, c'est vraiment pas le bon raisonnement à avoir. Il faut démontrer que vous êtes proactif, que vous avez une réflexion sur votre stratégie, sur comment aller chercher les financements. Et donc là, ce dont vous avez besoin, il y a 3 grandes choses à mettre en avant. Le montant dont vous avez besoin, pourquoi vous en avez besoin, voilà, pour financer du marketing, pour financer de la tech, plein de choses comme ça. Donc, pourquoi vous en avez besoin? Et la troisième partie, qui est la dernière phrase ici, dire également peut-être, pour se projeter encore un petit peu plus, de dire, OK, ce cash, cet argent que je vais avoir, ça va me permettre d'arriver à tel endroit, à tel moment. Ce qui va vraiment permettre de se dire, OK, putain, le gars, en plus de ça, il sait combien il a besoin et en plus, il arrive à se projeter et à se dire, OK, si on lui donne ce cash-là, dans 1 an et demi, il en sera là. Et ça vient vachement rassurer l'investisseur. Et puis en plus, ça va démontrer votre capacité à vous projeter dans votre projet. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Et puis évidemment, une dernière petite slide avec un petit logo sympa. Le marketing est toujours très important lorsque vous faites un deck, avec terminé donc par un petit logo de votre boîte. Donc, si on doit faire un petit résumé, et puis ensuite, si vous voulez, on pourra déjà passer aux questions, si vous avez des questions. Et puis moi, ensuite, je vous présenterai des vrais decks par des startups qui ont levé des fonds. Pour faire un petit résumé, vraiment, faites simple.
Utilisez des mots simples, allez à l'essentiel. C'est notamment ça, j'y pense, si vous faites ce qu'on appelle des démo days, donc des présentations devant pas mal d'investisseurs, ça peut être un très bon modèle parce qu'il est assez simple. Vraiment, faites simple, allez à l'essentiel. Et donc, les grandes parties qui sont vraiment essentielles à mettre en avant, vous commencez par la problématique, toujours, quoi qu'il arrive, vous commencez par la problématique à laquelle vous répondez. C'est le why, hein, c'est le plus important. Deuxièmement, la solution. Démontrez ensuite, la troisième partie, que vous avez de la traction, que votre business model est scalable, que vous pouvez du coup avoir une croissance qui est importante. N'hésitez pas à faire plusieurs slides là-dessus. Ensuite, quatrième partie, votre valeur ajoutée, comment vous vous différenciez. Votre business model, concrètement, comment vous gagnez de l'argent. Ensuite, votre marché, avec les perspectives. Une partie, alors qui n'est pas mise dans le deck, mais que vous pouvez rajouter, c'est également du coup la concurrence. J'en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi rajouter quelques concurrences pour qu'on puisse se situer sur votre marché pour voir s'il est très concurrentiel, s'il y a un boulevard devant vous, etc. Mais ça fait vraiment partie du marché. Donc, comprendre votre marché. La présentation de votre équipe, mettez en avant votre valeur ajoutée et votre légitimité par rapport à ce projet. Et terminer du coup par le besoin, surtout arriver préparé et prêt à dire OK, j'ai besoin de temps pour faire ça. Et c'est à partir de là vraiment que les négociations se lanceront. Donc voilà pour le modèle de deck. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vois qu'il y a une question qui s'est... Voilà, Alban qui dit qu'il y aura le démo deck. Ben voilà, parfait. Donc ce modèle de deck, je pourrais vous l'envoyer. Ça c'est bloqué là. Je pourrais vous l'envoyer. Ça c'est bloqué là. Je vous l'enverrai à la fin de la session. Trop bien, merci beaucoup Thomas. J'ai une petite question moi sur, sur ton avant-dernière slide. C'était marqué en commentaire, ne pas parler de valo ou des termes de la levée. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas transparent là-dessus? Parce que dans un premier temps, on s'en fout, honnêtement. Là, l'idée, c'est vraiment, en fait, l'objectif de ce deck, là, ça va être surtout, en fait, de lui donner envie d'investir. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je le disais, le deck, c'est un support. Et évidemment, il n'y aura pas toutes vos idées dans le deck. Il faut être capable de mettre en avant les éléments clés. Ce qui va être important lorsque vous allez lever des fonds, en fait, c'est la discussion. C'est la discussion que vous aurez avec l'investisseur. Et donc, c'est là, à la rigueur, vous parlerez de la valo, des termes de la levée, etc. Mais dans un premier temps, de toute façon, c'est très compliqué de faire une valorisation de boîte, notamment lorsqu'on est en seed. Et donc, ce n'est pas forcément pertinent d'en parler à ce moment-là. Évidemment, c'est quelque chose qui est super important. Mais par exemple, vous n'allez pas aller faire un démo day et présenter devant tout le monde votre truc et dire OK, à la fin, OK, j'ai 10 clients, mais ma boîte, je l'ai valorisée à 200 000 euros. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent par rapport à où tu en es dans le projet lorsque tu es en seed. Ok. C'est un peu l'hameçon pour amener la discussion derrière. Ouais, en fait l'idée, c'est d'avoir dans le deck toutes les idées nécessaires pour pouvoir se projeter et dire OK, j'aime ce projet et je me projette en investissant dedans. Mais c'est la base. Après, évidemment, comment vous allez lever des fonds, c'est dans la discussion, c'est dans votre capacité à présenter votre deck et à répondre aux questions de l'investisseur. Le deck, ce n'est qu'un support. Et comme dans tout support, évidemment, on ne peut pas tout mettre. Et donc, il faut être capable de mettre en avant les bons arguments. Ça marche, nickel. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas forcément? On passe à la suite. Tu as une petite question de Ron dans le chat qui te demande si un pitch élévateur et investisseur, c'est la même chose. Alors, je ne suis pas certain de savoir quelle est la différence entre un élévateur et un deck, un pitch élévateur, un pitch deck élévateur. Il me semble que l'élévateur pitch, c'est le pitch que tu présentes un peu sur scène en 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est vraiment les pitchs qui sont très courts. Mais ce n'est pas un pitch deck élévateur, c'est un pitch élévateur. Je pense qu'un deck élévateur, c'est... un pitch deck elevator, je ne pense pas que ça existe. À la rigueur, le nom m'échappe, mais tu as les résumés en une page de ton deck. Mais en tout cas, un deck, c'est toujours avec ces parties-là. Je pense que tu parles plutôt du pitch elevator, qui est vraiment la présentation orale de ton. C'est Jules qui dit ça très, très rapide, mais je pense qu'on est plus sur un pitch à l'oral qu'un pitch deck écrit. Je peux ajouter un petit truc là-dessus.
Moi, on m'a toujours appris qu'un pitch elevator, ça, je sais pas si c'est très fondé, mais elevator, de par le fait que tu dois être capable de justement croiser une personne dans l'ascenseur et le temps que l'ascenseur atteint sa destination, avoir dit toutes tes idées de manière très claire et sans aucun support. Ouais, bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, quand je fais le pitch elevator, j'aime bien utiliser une méthode. Alors, ça s'appelle le cercle d'or de Simon Sinek, où il explique un peu comment présenter son projet, les erreurs qu'on fait. Donc, c'est notamment le why. Et il explique qu'il y a trois grandes questions auxquelles répondre. C'est why, what et j'ai oublié celui qui est entre les deux et le how. Voilà. Et du coup, je pense que se concentrer sur ces trois grandes parties, donc dire OK, pourquoi je fais ça, comment je le fais et qu'est-ce que je fais, c'est une très bonne manière en trois étapes assez simples de faire un pitch elevator. Mais ça, c'est une chose qui est différente du pitch deck. Le pitch deck, c'est le document écrit. Et donc, un pitch deck, c'est un pitch deck pour le coup. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Il y a d'autres questions ou on passe à la suite? Je vois d'autres. Vanessa, il faut parler du marché européen en plus du français. Ça dépend de ton marché. Si tu es sur un marché européen, oui, tu parles du marché européen. Si tu es sur un marché français, tu parles du marché français. Dans un premier temps, concentre-toi sur ton marché actuel. Tu pourras éventuellement, comme je disais, dans la discussion avec l'investisseur, évoquer d'autres perspectives. Mais en tout cas, si à l'heure actuelle, tu es sur un marché français, parle de ton marché français. Et c'est sur un marché européen, parle sur un marché européen. Il faut vraiment que ça colle par rapport à ce que tu fais à l'heure actuelle. Omar, si après une présentation du deck, on a besoin de lever sans parler de Valo, si l'investisseur nous demande quelle est la partie du capital cédé, que doit-on lui répondre? Ça dépend ce que tu es prêt à concéder, finalement. Ça, c'est vraiment personnel à toi. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de norme, en fait, ça dépend combien tu es prêt à lâcher de capital. Concernant la valorisation, alors c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si tu as levé des fonds, c'est bien peut-être de faire une valorisation avant, peut-être avec ton expert comptable ou avec un cabinet ou quelque chose comme ça. Mais après, quelle est la partie du capital à céder? C'est vraiment propre à toi, en fait. C'est vraiment propre à toi et à ce que tu envisages avec ta boîte. Après, je crois que j'avais vu une interview de Marc Simoncini qui disait oui, la réticence à céder trop de parts de son capital, mais d'un autre côté, ça te permet d'augmenter vachement ta valorisation, donc d'avoir un petit peu moins de parts, mais avec une valorisation qui est beaucoup plus importante. C'est à toi de voir. Franchement, là, je ne peux pas répondre à cette question. C'est vraiment propre à toi et ce que tu es prêt à céder dans ton capital. Mais généralement, au-delà de 50%, selon combien tu es, tu perds le contrôle. Donc, ça dépend vraiment de tout ça. Guy, alors, quelles sont les différences à prendre en compte avec un pitch deck en pré-seed? En pré-seed, il va falloir mettre deux choses en avant. Alors, déjà, il y a une chose que tu ne pourras pas forcément mettre en avant, ou de manière un peu plus complexe, c'est l'attraction. Parce que normalement, quand tu es en pré-seed, tu n'as pas forcément de clients, parce que tu as besoin justement d'avoir des financements pour avoir ta solution. Donc, c'est difficile de mettre en avant l'attraction, et donc, il va surtout falloir mettre en avant, lorsque tu es en pré-seed, en avant le problème et la solution, démontrer qu'il y a un vrai problème et que ta solution a vraiment une vraie valeur ajoutée et donc que ça vaut le coup d'investir dans ta solution. Donc, je mettrais ça vraiment en avant en pré-seed. C'est vraiment la problématique et la solution. Lever en pré-seed, ce n'est pas simple, notamment parce que c'est généralement sur des boîtes où il y a des forts besoins technologiques. Et c'est des marchés qui sont souvent assez complexes. Et donc, il faut vraiment être bien au fait de ce marché-là, bien le comprendre pour lever. Mais donc, ouais, les différences à mettre en compte, c'est vraiment peut-être un peu moins de traction dans un premier temps parce que c'est plus délicat à justifier. Et vraiment mettre en avant la problématique et la solution à laquelle tu réponds. Okay, merci. Ouais, je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on peut parcourir les modèles de deck? Et puis ensuite, il y avait Ron, je crois, qui m'avait envoyé son modèle, donc on pourra y jeter un petit coup d'œil. Pas d'autres questions? Ok. Bon, hop, je pars sur le modèle de deck.
Donc, j'ai pris 3 decks. On va les parcourir assez rapidement, hein. L'idée, ce n'est pas de refaire une présentation globale comme j'ai fait sur le modèle, mais c'est de voir, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on comprend tout de suite, on revoit d'une manière un peu, alors, ce n'est pas forcément organisé de la même manière, mais on retrouve exactement toutes les parties qu'on a vues juste avant dans le modèle. Parfois, c'est un peu plus long, mais globalement, l'idée est là. Donc, on va voir 3 decks. J'ai pris des decks sur des premières levées. Donc là, il y a Sorare, qui est un jeu de football, ce qui repose sur les NFT et la blockchain, donc, qui est devenu une licorne, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et donc là, ce n'est pas leur premier, mais c'est leur deuxième deck avec lequel ils ont levé des fonds. On verra ensuite un des premiers decks de Spendesk, qui est dans la gestion des dépenses, donc qui est une fintech. Et on terminera par une autre fintech qui s'appelle Revolut, qui est une boîte, aussi une fintech dans les paiements. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre et de voir un peu comment ils ont construit ça. Et ça va être intéressant de voir ça. Donc, toujours cette première partie de présentation où là, on voit le nom de la boîte et on comprend pour le coup, là, c'est en 3 mots. Ils sont allés vraiment à l'essence même du truc, que c'est un jeu de football fantasy. Eux commencent pour le coup par présenter leur équipe, l'équipe fondatrice du coup, hein. Donc c'est une option, ils mettent ça en avant, ils mettent leur expérience en avant. Donc on le voit un peu en sous-titre où ils mettent un petit peu l'expérience qu'ils ont sur le marché. Donc ils commencent par l'équipe fondatrice, mais tout de suite après, on voit qu'il y a le problème quand même. Donc vraiment, c'est super important de mettre le problème en avant. Et donc eux, leur problème, c'est qu'ils ont remarqué qu'on ne pouvait pas, sur les jeux vidéo, etc., faire collection de tous ces cartes, de tous ces personnages qu'on pouvait avoir. On ne peut pas les posséder. Et donc, c'est la problématique sur laquelle ils sont partis. Donc, ils mettent en avant, eux, pour le coup, l'équipe, le problème. Ils mettent tout de suite en avant également le marché. On est quand même sur une activité qui est un petit peu spéciale avec un marché qui est totalement en train d'exploser, notamment sur la blockchain. Et donc, eux ont fait le choix pour le coup de parler de leur marché directement. Mais on retrouve quand même toutes les parties qu'on a vues juste avant. Donc, ils parlent du marché. Ensuite, ils commencent à arriver un peu sur la solution. Voilà, les gens aiment collecter des biens, ils mettent en avant des chiffres, etc. Et donc, voilà, ils proposent leur solution. Nous, on va faire un jeu qui va permettre d'avoir un jeu en ligne, d'avoir des récompenses tous les mois et surtout de collecter des cartes de joueurs. Donc, on est quand même dans les grandes parties là, en 5 pages qu'on a vu juste avant avec l'équipe, le problème, le marché et la solution. Comme vous le pouvez le voir, alors j'ai plus le montant, mais je crois que c'était plusieurs millions qui ont été levés avec ce deck. C'est très simple. Il n'y a pas, vous voyez, hein, les slides, elles sont très allégées, elles sont très légères, vraiment. Comme je disais, c'est un support. Et donc, il faut vraiment aller faire simple, aller à l'essentiel et pas avoir des slides qui sont surchargés de texte. Ensuite, ils reviennent sur les opportunités de marché, toujours dans l'optique de faire rêver et de dire, OK, regardez tout l'argent qu'il y a à se faire, soit avec des opportunités de marché qui sont absolument énormes. Je passe certaines slides qui sont pas forcément super intéressantes par rapport à ce qu'on a vu. Là, très important, leur valeur ajoutée. OK, nous, comment on se différencie? On a une super expérience, on a des licences avec des clubs et avec des ligues, on a une super communauté, et en plus, on a une technologie qui est au top. Donc là, ils mettent vraiment en avant la valeur ajoutée, leur avantage compétitif. Très important, comme on l'a vu, l'attraction. Voilà, ils démontrent qu'ils ont une traction qui est super importante. C'est exactement la même courbe pour le coup qu'on a vu dans le modèle. Donc, c'est une courbe qui parle tout de suite. On voit voilà, que wow, les ventes tous les mois, la croissance est énorme. Donc, toujours quand on parle de traction, on parle vraiment de revenus de vente, donc de sales. Donc, vraiment super important de mettre ça en avant. Ici, ils expliquent un petit peu donc, les différentes licences qu'ils ont avec différents clubs. Très important, on en parlait, l'acquisition, donc toujours dans l'optique de la traction et des revenus. Eux, ce qui est assez incroyable, c'est que toute cette traction s'est fait de manière organique. On parlait de l'importance de la croissance organique, parce que ça veut dire qu'il y a une vraie viralité dans le projet. Et bien, eux, c'est exactement le cas. Là, ils mettent clairement en avant sur une slide, nous, c'est de l'organique. C'est que du bouche à oreille. On a un super effet de levier avec les clubs parce que voilà, dès que tu as le Barça ou le Real qui communiquent là-dessus, tout de suite, tu as le monde entier qui est au courant. Donc vraiment, ils mettent en avant le fait qu'ils ont une croissance en plus qui est organique, ce qui va vraiment rassurer les investisseurs. Là, ils repartent sur un petit visuel
Ils expliquent peut-être un petit peu leur histoire, ça peut être bien, mais là, nous, pour le coup, on n'est pas forcément concernés, sauf si vous avez déjà fait un tour en précide, mais vous allez le faire. Mais si vous avez déjà un petit financement ou autre, peut-être de parler un peu de votre passé, ça peut être rassurant de voir que vous avez déjà eu un petit financement, vous avez déjà levé des fonds. Donc, eux parlent de ça. Donc voilà, ils font un petit historique de ce qu'ils ont déjà fait. Donc voilà, le nombre de ventes, le nombre de clubs signés, etc. Ils mettent un peu toujours leur valeur sur différentes slides. Et donc, ben voilà, ils terminent un peu sur les perspectives, sur leurs partenaires investisseurs qu'ils ont déjà et leur dernier tour de financement. Donc là, pour le coup, ils n'ont pas mis en avant, et je ne suis pas certain que tous ces modèles soient totalement complets, mais ils n'ont pas mis à la fin le montant dont ils avaient besoin. Mais sachant qu'ils ont déjà levé des fonds et qu'ils sont déjà en relation avec des investisseurs, c'est peut-être la raison pour laquelle ils ne l'ont pas mis dans leur deck. Donc voilà pour le premier deck de Sorare. Donc on voit, ça prend vraiment les parties essentielles. Ils ont rajouté quelques parties par-ci par-là, évidemment parce que c'est propre à leur business. Il faut évidemment s'adapter. Mais globalement, ça prend exactement les parties qu'on a vues juste avant. Est-ce que vous souhaitez réagir sur ce deck? Vous avez des questions ou je peux passer à d'autres? Non, c'est plutôt clair. OK. Là, on va passer sur le deck de Spendesk. Là, il n'est pas complet, mais j'ai pris, il n'y a que la première partie, mais la première partie est super intéressante dans sa construction, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et puis surtout parce que Spendesk est une boîte super connue maintenant. Donc là, pareil, hein, petit logo, petit nom de la startup avec un slogan, OK, Simple Payments at Work. Donc on comprend tout de suite qu'ils font la gestion des dépenses pour le travail. Eux commencent directement par la problématique, OK, le nombre d'utilisation des cartes dans les entreprises est en train d'exploser. C'est super compliqué pour eux à gérer. Donc, eux, ils mettent carrément 2 slides sur la problématique, 3 slides même. Là, c'est intéressant. On voit qu'ils parlent de la problématique, comme on parlait tout à l'heure, du titre. OK, le titre, c'est cette problématique-là. Mais ensuite, ils rentrent dans le détail et ils disent, OK, concrètement, l'incidence de cette problématique, c'est ça. Et donc là, on voit qu'en 4 points, ils résument concrètement quelle est la problématique des dépenses. Voilà, le temps passé à gérer les dépenses, toutes ces choses-là. Donc là, c'est super intéressant. On voit qu'ils sont vraiment bien dans le truc où on met dans le titre vraiment la problématique globale et l'impact que ça a, les conséquences que ça a réellement détaillées. Et donc, ils arrivent sur la solution. OK, nous, comment on va simplifier tout ce process? Ils mettent un petit visuel sympa. Et donc, voilà, nous, OK, on va faire des compagnies, des cartes pour les entreprises qui sont, pour chaque employé, qui sont super smart, qui sont super fluides à gérer, à utiliser. Et donc, on voit tout de suite problème, solution. Eux, on passe au moins 4 ou 5 slides dessus. Et donc, ça, c'était super intéressant, je trouve, de le mettre en avant. Ici, les features. Donc, on a vu, là, ils répondent OK à la solution. Nous, on propose ça. Et ils disent un peu les features. Donc, on va vous permettre de faire ça, de faire ça, de faire ça et de faire ça. Donc là, on est vraiment dans le schéma typique du problème-solution qui est super bien expliqué. Et puis, ils ont une dernière slide là sur le business model. Je n'ai pas les suivantes. Et donc là, on comprend tout de suite aussi. OK, comment vous gagnez de l'argent? Là, on le voit en gros sur la gauche. OK, c'est du pricing SaaS et on commence à 19 € par mois. Donc, on comprend tout de suite leur business model, ce qui est super intéressant. Et ça, c'était intéressant de le mettre aussi, ce qui peut être bien, ce qui peut être rassurant. Si vous avez des partenaires ou déjà des clients, notamment avec des bons noms, c'est de les mettre en avant aussi dans votre deck pour venir rassurer l'investisseur. Donc, Spendesk a fait le choix de mettre ça en avant. Ça peut venir rassurer aussi les investisseurs. Donc voilà, là, c'était intéressant, le modèle de Spendesk, vraiment pour la partie problème-solution qui est super bien mise en avant. Dernier deck, celui de Revolut. Alors celui-là, il est un peu plus vieux, donc en termes de design, il pique un peu les yeux. Mais alors celui-là correspond vraiment presque parfaitement à la trame de Y Combinator, donc c'est super intéressant. Donc pareil, le nom avec le slogan, toujours Personal Money Cloud. Eux, alors pour le coup, ils n'ont pas personnalisé les titres, mais alors au moins, on s'y retrouve très facilement et on s'y retrouve très facilement dans les slides. Le problème, voilà, les dépenses, envoyer de l'argent, etc., c'est super compliqué, c'est cher, c'est pas pratique. Et donc, l'industrie n'est pas encore disruptée à ce niveau-là. Donc, ils partent de la problématique. Tout comme Sorare, avant même de parler de leur solution, ils vont aussi permettre à l'investisseur de se projeter en mettant en avant la taille du marché. Donc, OK, il y a ce problème-là, et en plus, regardez le marché, les chiffres qui sont absolument énormes sur ce marché. Donc, vraiment, il y a vraiment des belles opportunités. Donc, ils mettent en avant la taille du marché en deuxième.
C'est Vanessa, je crois tout à l'heure, tu me disais sur quel marché parler. Bah, tu vois, voilà, ils le précisent ici. Nous, c'est le UK dans un premier temps. Donc, tu peux le préciser dans ton deck. Donc, la taille du marché. Ensuite, bah, ils arrivent du coup à la solution avec des petits visuels sympas. Et en plus, ça met en lien une vidéo pour qu'on comprenne bien comment tout ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à mettre des visuels, si vous êtes notamment sur des produits tech ou autres. Enfin, même pas, en fait, n'importe quel type de projet. N'hésitez pas à mettre des visuels sympas aussi qui peuvent permettre de se projeter un petit peu plus. C'est du marketing, hein, mais ça fait toujours son effet. Donc, il parle de la solution, du business model. Donc, voilà, les manières dont ils gagnent de l'argent avec le petit détail en dessous. Ils font un petit point sur le marketing. C'est des slides qu'on peut retrouver parfois aussi, expliquer un peu en termes de marketing, en termes de croissance, du coup, hein, parce que le marketing est lié à la croissance et donc à l'attraction. Vous pouvez faire une petite slide sur le marketing pour expliquer un peu quelle est votre stratégie en termes de marketing. Ils parlent du marché et de la concurrence. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, sur le marché, on a vu avant qu'il était énorme, qu'il y avait des grosses opportunités et que ce qui se fait à l'heure actuelle sur le marché, ce n'est pas forcément terrible. Et donc, nous, voilà, on propose ça avec un petit tableau là qui est assez intéressant avec toutes les différences entre ce que fait Revolut et ses compétiteurs. La valeur ajoutée, ça c'est osé. Pourquoi on est meilleur? Mais voilà, ils mettent en avant concrètement leur valeur ajoutée, comment on se différencie de ce qui se fait sur le marché. Et très important, l'attraction. Voilà. Ils mettent en avant également la traction qu'ils ont sur leur projet. On en revient toujours à ça, l'attraction qui est super importante lorsqu'on va aller lever des fonds. Les projections, ça, ce n'est pas forcément nécessaire de le mettre directement dans le deck. Généralement, il y a un modèle Excel qui est fait pour ça. Eux ont fait le choix de le mettre dedans, mais après, c'est des modélisations qui sont très courtes, hein, qui partent vraiment du revenu jusqu'au profit final. En fait, c'est parce ils l'ont lié, vous pouvez voir la phrase, on a besoin d'1,5 million pour que ça arrive. Donc, en fait, ils ont voulu la mettre marketer ça un peu en disant, OK, regardez les chiffres qu'on projette, mais pour ça, on a besoin d'1,5 million. Donc ça peut être assez intéressant de procéder comme ça. Et donc, il termine sur une slide avec l'utilisation des fonds. Et voilà, on a besoin de temps, donc c'est ce qu'ils disent ici, hein, on a besoin d'1,5 million pour construire une équipe, pour préparer une autre série. Donc là, c'est pareil, ils permettent de se projeter. Voilà, préparer un modèle pour une série A à venir. Donc, ça permet aussi de se projeter et de se dire à l'investisseur, OK, c'est cool, si j'ai ça, OK, il se projette et dans un an et demi, on pourra remettre un tour et gagner encore plus d'argent. Donc, c'est intéressant aussi de se projeter sur l'utilisation des fonds. Donc voilà pour les 3 modèles de deck. Est-ce que vous avez des… je vois une question. OK. Sur Revolut, l'attraction est vraiment sur le volume et pas le revenu. Voilà. OK. Il n'y a pas de client payant, vraiment. Oui, c'est vrai. Après, c'est toujours un petit peu lié, en fait. Le volume et le revenu. Le revenu est généralement, sur ces produits-là, en tout cas, le revenu est lié au volume. Du coup, forcément, il y a un lien à faire. Et même si dans un premier temps, tu es sur un modèle freemium où c'est gratuit, alors, je n'ai pas exactement le business model en tête en plus de Revolut, qui prend certainement eux, un pourcentage sur les transactions qui passent. Mais le volume et le revenu, généralement, sont liés, à part sur ça, évidemment, sur certains secteurs où on est sur des revenus qui sont très importants sur un seul client. Mais quand on parle de traction, ce qui est important, c'est de se dire, OK, je peux avoir du volume. C'est ça qui est important. C'est ça la traction, c'est je peux avoir du volume. Et donc, c'est très lié, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Yes. OK, cool. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou non? Non, je n'ai pas l'impression. Du coup, Ron, tu m'avais envoyé ton deck. Est-ce que tu es d'accord pour que je le partage rapidement? Alors, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais tu peux mettre dans le message si tu es d'accord pour que je le mette en visuel. Et du coup, je ne sais pas, Alban, c'était Christophe, je crois, qui avait un deck aussi. Je l'ai reçu, c'est ça? Voilà. Oui, je te l'ai envoyé par mail. Ok, pas de souci. Tu es d'accord aussi pour que je projette ça? Ok. Ok, cool. Je vais commencer par… Oui, ok. Là, c'était Ron. Les deux sont d'accord. Ok, nickel. Ok.
Donc là, c'est celui de Christophe. OK. Alors, pour le coup, je ne l'ai pas vu avant celui-là, donc je vais le regarder sur le coup. Je peux te faire mon retour comme ça. Déjà, le premier visuel est plutôt sympa. Marketbox, Léal connecté. Donc, ça parle entre le nom de la boîte déjà qui parle et le petit slogan en dessous, c'est sympa. Ça peut être très malin de mettre un petit QR code. Donc, ça ramène sur quoi ce QR code-là? Ça ramène sur la landing page, en fait. Ok, super. Ça peut être bien. Ça permet aussi de se projeter un peu et de dire, OK, je ne me contente pas de lire un deck, mais je vais voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Donc, ça peut être intéressant de mettre ça. Une situation, OK. Ah oui, c'est super scénarisé, en fait. C'est original. OK, une situation vécue côté consommateur. OK. Donc là, tu es sur la problématique, si j'ai bien compris, Ouais. à la fois du côté consommateur et du côté commerçant. Oui. OK. J'ai du B2B, B2C, en fait. D'accord, OK. OK. Donc là, c'est ta solution, la solution de marketing à connecter et un marché qui propose l'ensemble des produits, etc. OK, c'est super bien. Les avantages concurrentiels de la solution, OK. Peut-être faire attention un petit peu à la visibilité du deck, notamment, je vois les visuels derrière qui peuvent un petit peu faire ça. OK, le business model, bien. Le business model original. La stratégie commerciale, les valeurs, digital, etc. OK. Le scale-up, nickel. L'équipe, parfait. OK. Plan d'action avec une timeline, OK. Marché des forces, les opportunités, taux d'avancement. Écoute, c'est plutôt bien. Il est assez bien. Alors, je l'ai parcouru rapidement, hein, mais si j'aurais un petit commentaire à faire, ce serait peut-être de faire quelque chose d'un peu plus visuel. Alors, ça c'est compliqué, par exemple. Là, on n'a presque pas envie de lire, en fait, parce qu'on ne voit presque pas. Mais je pense qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans, quasiment. Peut-être le mettre un peu plus en avant avec, je ne sais pas, pas des tirets, mais avec des petites bulles, avec des visuels un petit peu plus sympas. Par exemple, je pense à la stratégie commerciale, mettre un peu plus en avant visuellement tes grands axes sur ta stratégie commerciale. Pareil sur ton business model. Là, ça fait beaucoup de texte et c'est toujours bien. Tu l'as vu sur tous les modèles de deck qu'on voit. C'est assez visuel quand même. Donc, peut-être ne pas hésiter à mettre vraiment de manière un petit peu plus visuelle toutes les explications. Mais on retrouve pas mal de choses. Les valeurs, tu parles de l'attraction, tu parles de l'équipe, etc. Donc, c'est plutôt bien fait. Peut-être juste à la fin, mais après peut-être que tu n'en es pas encore là, mettre en avant du coup ton besoin, de combien tu as besoin et pourquoi tu en as besoin. Mais sinon, non, je trouve qu'il est plutôt bien ton deck. Il fait 15 pages, donc c'est plutôt raisonnable. J'aime bien la situation sur la problématique qui est assez intéressante. Ça, c'est le deck de présentation, mais le deck de demande de financement, il a 5 slides de plus, en fait. D'accord, et donc tu es plus dans les chiffres peut-être sur ces 5 slides? Oui, sur les slides, c'est plus des graphiques et des chiffres et trésor. Ok, d'accord, ouais. Du coup, peut-être que dans le deck investisseur, c'est peut-être pas forcément, notamment les forces, les faiblesses, des choses comme ça, c'est des choses assez basiques qu'on trouve dans tous les business plans et qui évidemment sont importantes, mais qui ne font pas forcément la différence. Non, franchement, il est bien. Je trouve qu'il est plutôt bien fait. Et tu mets bien en avant la problématique et la solution dès le début. Et ça, c'est super bien. Donc voilà, ouais, rajouter la partie financière, financement dans le reste, mais nickel. Ok. Dimitri, je voudrais peut-être faire un petit retour là-dessus. Effectivement, il y a tous les éléments. Peut-être mettre un peu moins de texte. Typiquement, une situation vécue côté consommateur. Comme il y a énormément de texte, et pour la suite après, moi, j'aurais peut-être mis plutôt presque des mots du style, pas le temps. Ou plutôt que je suis un parent isolé, je n'ai pas le temps d'aller au marché parce que les gens n'ont pas nécessairement le temps de lire, c'est que ce soit plus court en termes de commentaires. Et puis pour la suite, effectivement, il me semble, peut-être par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est des bus bullet point. C'est un peu, si je puis me permettre, parce que je ne sais pas bien, mais verbeux, quoi. Trop de phrases. Et il y a beaucoup de texte. Ouais, je suis d'accord. C'est ce, je pense, au quoi il faudra voir, c'est vraiment d'alléger un petit peu les slides. Parce qu'imagine que tu présentes ça à un démo day, par exemple, les gens, ils ne vont pas le lire, quoi. Ou alors, ils vont le lire et ils ne vont pas t'écouter. Donc, essayer de le mettre davantage sur des points clés
qui visuellement parle tout de suite et avec un petit peu moins de texte. Ce sera mieux. OK. Alors, il reste quelques minutes. Je vais passer du coup sur celui de Ron. Alors on va reprendre le début. Alors pour le coup, Ron, tu me l'avais envoyé ce week-end, donc j'ai eu le temps d'y regarder un peu. Alors il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a tous les éléments pour faire ton deck dedans. Ça, c'est sûr et certain. Tu commences plutôt bien avec le nom de la boîte et puis le slogan, ou la description en une phrase, donc on comprend bien. Par contre, il est beaucoup trop long. Il fait 5 pages. Il fait 55 pages. Pas 5 pages, 55 pages. Et donc, il faut vraiment que tu réussisses à l'essentiel, que tu fasses plus court. Les parties sont là. D'ailleurs, tu vois, c'est très bien. La première partie, on est sur problème et solution. Mais c'est trop long, en fait. Il y a 55 pages. Oui, en fait, il y a une confusion. J'avais envoyé le business plan que j'ai un peu mélangé avec les notions de pitch deck investisseur. Du coup, je croyais qu'en fait, le pitch deck investisseur doit être beaucoup plus compréhensive. Donc, il va ressembler plutôt à une sorte de business plan. Donc, c'est pour cela, oui. D'accord, ouais. Après, honnêtement, tu as tout dedans. Hein. J'ai feuilleté un petit peu, tu as tout dedans, mais du coup, concentre-toi sur reprendre vraiment les grandes parties qu'on a vues, les éléments clés, et tu les remets dedans. Là, c'est trop long. C'est trop long, et ce qui est très important dans le deck, c'est de raconter une histoire qui a une cohérence du début à la fin, et qu'on continue à chaque fois à avoir envie de le lire. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas, parce que tu vois, là, on passe d'une explication au modèle économique, on passe sur un canvas, revente, précommande, etc. On passe sur l'équipe. Il n'y a pas de cohérence dans le parcours, vraiment, ce qui vient un petit peu aussi compliquer l'expérience lorsque tu lis le deck. Donc, je pense que tu as tous les éléments qu'il faut dedans, mais vraiment, reprends bien le modèle. Donc, je vous l'enverrai après, ou Alban le fera, vous enverra le modèle. Et essaye de remettre les parties dedans, mais tu as tout dedans. Mais il faut vraiment faire beaucoup plus simple parce que 55 pages, c'est beaucoup trop long. Il faut 10-15 pages max pour les 20 sites, ce sera très bien. OK. Parfait. OK, Alexandre doit y aller. À bientôt, Alexandre. Je pense qu'il est parti. Voilà, écoute, j'ai terminé. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelques dernières questions. Et puis, merci pour votre écoute. Merci à toi, Thomas, et avec plaisir de partager la 13. Comme ça, je leur partage tout. Ouais, Thomas, c'est super. Merci, hein, c'est vraiment extrêmement clair. Et l'autre chose qui est vraiment intéressante de voir, c'est qu'on ne doit pas faire trop de fioritures dans ce que tu as présenté. Hein. Ouais. Ça va direct dans le but. Et même, il n'y a pas de super design de la Muerta là-dessus. On va droit au but. Et ça, c'est super intéressant parce que parfois, on a un peu trop tendance à mettre trop, quoi. Ouais, non, il faut vraiment faire simple, aller à l'essentiel et ça facilitera tout, hein, clairement. Merci bien. Merci à vous. Super simple. Merci. Nickel, parfait. Merci à tous.